Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Les actes sont prémédités. Toutes les victimes ont reçu une balle à bout touchant. Le tueur était casqué. La présence d'une caméra sanglée à son torse est probable. Aucune piste n'est abandonnée. Le procureur de la République a été, vous le voyez, très prudent en détaillant cet après-midi les scènes de tuerie à Toulouse et à Montauban. Une certitude, le tueur traqué susceptible de passer de nouveau à l'acte. Son sang-froid et son mode opératoire permettent d'en préciser le profil. On en parlera ce soir avec des spécialistes sur notre plateau. Et aujourd'hui, l'heure était au recueillement. Tous les établissements scolaires de France ont observé une minute de silence en hommage aux victimes. Nicolas Sarkozy et François Hollande y ont participé respectivement dans une école au centre de Paris et un collège en Seine-Saint-Denis. Émotion également lors du rapatriement des corps ce soir vers Israël pour un enterrement prévu demain des 4 victimes de Toulouse. Nous serons en direct depuis Jérusalem dans un instant. Et pendant ce temps, la campagne électorale est mise entre parenthèses, ou presque. La trêve annoncée par les candidats n'a pas empêché l'émergence de nouvelles polémiques. Mais au-delà de ces premiers craquements du consensus national, la campagne qui va reprendre son cours sera-t-elle différente sur la forme, sur le fond? On en parle ce soir avec notre invité politique, le ministre Benoît Apparu, et l'éditorialiste François Dorcival. C'est à suivre ce soir. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Le président de la République a rendu hommage en fin d'après-midi à l'aéroport de Roissy aux 4 victimes, dont 3 enfants, abattus à bout touchant devant l'école juive de Toulouse, accompagné notamment du Premier ministre et du ministre de la Justice. Nicolas Sarkozy s'est recueilli devant les cercueils qui seront rapatriés ce soir dans 1 heure environ vers Israël avant l'enterrement programmé demain à Jérusalem. Et nous sommes en ligne justement depuis Jérusalem avec la journaliste Christelle Bernot. Bonsoir. Bonsoir. Christelle, quelle est l'atmosphère, l'ambiance dans les rues de la ville ce soir en attendant ce rapatriement? Eh bien, écoutez, l'émotion est très vive. La communauté francophone est très choquée. L'émotion est très forte. Alors, l'avion qui doit conduire les corps des victimes en Israël devrait décoller de France d'ici 2 heures. À bord de cet appareil, Alain Juppé, qui a tenu à accompagner les familles des victimes jusqu'en Israël. L'avion devrait se poser à l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv vers 5 heures du matin, heure locale. Malgré l'émotion très vive et la douleur des Israéliens, il n'y aura pas de cérémonie particulière à l'arrivée des dépouilles en Israël. Les corps seront accueillis par des proches ainsi que les autorités religieuses. Ils seront acheminés directement vers Jérusalem, là où seront enterrées les victimes demain matin. Et jusqu'à l'enterrement, eh bien, les proches des victimes ainsi que des rabbins se relayeront autour des dépouilles pour réciter des psaumes, des prières, comme le veut la tradition juive. Alors, vous l'avez rappelé, hein, l'inhumation des corps aura lieu demain, bien sûr, avec les proches, avec la famille. C'est aussi un moment de recueillement national, on imagine en présence de nombreux officiels israéliens également. Oui, effectivement, l'enterrement devra donc débuter demain matin à partir de 9h30 à Jérusalem. Il y aura, dans cette cérémonie, il y aura Yuli Edelstein, qui est le ministre israélien de la diaspora. Le président du Parlement israélien sera présent, ainsi que les 2 grands rabbins, Sepharad et Ashkenaz. On attend d'autres ministres israéliens. La cérémonie aura lieu aussi en présence d'Alain Juppé. Alors, selon la tradition juive, la cérémonie sera très simple, avec des prières de rabbins, mais aussi des proches des victimes. Les membres de la famille réciteront le Kaddish, cette prière pour les morts, et les corps seront simplement enroulés d'un châle de prière et seront enterrés à même la terre. Alors, on attend demain matin des milliers de personnes qui devraient assister aux obsèques, des dizaines de milliers de personnes. Les Israéliens francophones vont venir de tout le pays, l'émotion sera très forte. Vous savez, ici, c'est tout le pays qui est en émoi. En Israël, on est pourtant habitué aux attentats, mais le choc et la douleur sont toujours aussi vifs, d'autant plus lorsque les victimes sont des enfants. Un député israélien me disait ce matin que cet attentat à Toulouse, eh bien, c'est comme s'il avait été perpétré sur le sol israélien. Alors, ces victimes françaises, franco-israéliennes, me disait-il, sont aussi les victimes du peuple juif. Merci beaucoup Christelle Bernot, vous étiez donc en direct depuis Jérusalem. Merci à vous pour ces précisions. En France à présent, une minute de silence a été observée autour de 11h ce matin dans les établissements scolaires. À Toulouse, cette minute a été bien sûr particulièrement intense, permettant ainsi aux enfants d'être associés avec des adultes à cet hommage. On voit tout cela avec Marie Brémaud.
Une minute de silence observée dans toutes les écoles, collèges et lycées de France. Une minute d'une nation unie dans le silence en mémoire des 4 victimes mortes hier sous les balles d'un tueur fou. Tous les enfants, tous les étudiants, tous les élèves, nous tous, nous sommes concernés par ce qui s'est passé. Ça s'est passé à Toulouse, dans une école confessionnelle, avec des enfants de familles juives, mais ça aurait pu se passer ici. Tous concernés et tous ensemble dans la douleur et l'indignation, au-delà des clivages politiques, au-delà des religions. À l'Élysée, les représentants des communautés juives et musulmanes sont venus afficher leur union, n'en déplaise aux mauvaises langues. Nous sommes embarqués malheureusement dans la même violence, dans la même haine qui nous touche les uns et les autres. Il y a dans ce pays des volontés de monter les communautés les unes contre les autres, et ça je crois que personne n'arrivera à monter les communautés les unes contre les autres. Pas de surenchère, mais à l'Élysée, Joël Mergui et Dalil Boubaker ont reçu l'assurance d'une sécurité renforcée aux abords des établissements scolaires religieux, dans le sud-ouest bien sûr, mais également sur l'ensemble du territoire. La présence policière se veut visible, mais ne rassure pas complètement pour autant. On a toujours peur, ça peut passer n'importe où. On ne peut pas envisager vraiment une sécurité totale où que ce soit. Les cercueils des 4 victimes ont quitté un peu plus tôt dans la journée l'école juive Ozar Torah à Toulouse pour un ultime voyage. Les dépouilles de Gabriel, Arié, Jonathan et Myriam doivent rejoindre dans la soirée Israël. C'est là-bas qu'aura lieu l'inhumation demain matin. Et Toulouse qui vit désormais avec des mesures de sécurité exceptionnelles. Le recueillement et la dignité sont bien sûr à l'ordre du jour, mais la ville rose vit aussi au rythme des déclarations, notamment celle du procureur de la République, très prudent cet après-midi, également au rythme des rumeurs qui se propagent. Jérôme Rabier. Au lendemain du drame, l'heure est au recueillement dans la ville rose. Toute la journée, des gerbes de fleurs sont déposées en signe de solidarité devant l'école juive visée par le tueur au scooter. Et à 11 h, dans toutes les écoles et sur la place du Capitole, une minute de silence est observée. C'est émouvant, on repense, on a fait à peu près 2 minutes, pendant 2 minutes à tout ce qui s'est passé hier. Parce que c'est des jeunes voilà, comme nous, comme je disais tout à l'heure, ça pourrait nous arriver, donc ouais, c'est assez émouvant. Devant les établissements scolaires, difficile de ne pas penser à la tragédie. Et si les Toulousains continuent de vivre, la peur est présente dans toutes les têtes. Dans l'école, on leur a expliqué que des enfants étaient morts dans l'école. J'ai pas peur, mais je rentre chez moi. Enfin, je traînerai pas avec mon enfant. Je suis très inquiète qu'il se promène une personne en ce moment à Toulouse, à Montauban, disons dans le sud-ouest, et nous ne savons pas où nous mettons les pieds. Dans Toulouse, ville d'habitude si calme, la police et les militaires quadrillent désormais tous les quartiers et les policiers municipaux sont même armés pour l'occasion. Un signe de plus que la ville rose ne retrouvera pas sa quiétude tant que le meurtrier n'est pas arrêté. Et demain aura lieu la cérémonie d'hommage, cette fois-ci aux soldats tués à Montauban. À partir de 15 h, le chef de l'État prononcera l'éloge funèbre d'Imad Ibn Ziaten, d'Abdel Chenouf et de Mohamed Legouad. François Hollande, François Bayrou, Marine Le Pen et également Eva Joly, on l'apprend à l'instant, seront présents donc demain à cette cérémonie. Et puis la décision de plusieurs candidats à la présidentielle, dont Nicolas Sarkozy et François Hollande, de suspendre leur campagne après le drame de Toulouse n'a pas été suivie par tous et n'a pas empêché, vous allez le voir, l'émergence de nouvelles polémiques. La trêve n'aura pas duré longtemps. Elisa Bertholomé. Il y a un degré de violence, de stigmatisation dans la société française, qui est en train de grandir et c'est purement et simplement inacceptable. François Bayrou accuse. En cause, l'attitude des politiques qui, en montrant du doigt certaines catégories de population, déchaînent les passions. Réponse cinglante d'Alain Juppé. Le ministre des Affaires étrangères invite le candidat du MoDem à plus de retenue. Écoutez, ce qu'il y a de bien dans la classe politique française, c'est ce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle a réagi avec dignité et dans un esprit d'union nationale. Mais dans ce cas précis, n'ajoutons pas l'ignoble à l'horrible. C'est-à-dire ?
N'essayons pas de tirer parti dans un sens ou dans l'autre, dans quelque direction que ce soit, de ce drame qui n'a rien à voir avec la campagne électorale. La campagne, François Hollande, Eva Joly et Nicolas Sarkozy l'ont mise quelques jours entre parenthèses. Jean-Luc Mélenchon refuse, lui, que la démocratie cède le pas à un assassin. Pour moi, poursuivre la campagne, c'est un acte de résistance morale, intellectuelle, affective. Un sentiment partagé par les autres candidats. Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Nathalie Arthaud, tous ont décidé de poursuivre leur campagne. Et ils dénoncent l'utilisation de cette tragédie. Chacun se pose la question de quel est l'acte, la décision, la déclaration, le mot qu'il va pouvoir dire, qui va le distinguer et qui va finalement le mettre en avant. C'est ce que j'appelle une instrumentalisation justement de ce drame. Et il y a évidemment beaucoup d'arrière-pensée électorale. Et même dans l'idée de suspendre la campagne, vous voyez, c'est un coup électoral. Un coup électoral accepté par le CSA. L'institution a décidé de suspendre les décomptes de temps de parole quand les candidats évoquent le drame de Toulouse. Voilà, mais avant la polémique, il y a encore le recueillement. Ce soir, on va en parler avec nos invités. Le ministre en charge du logement, Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Également avec nous, l'éditorialiste à Valeurs Actuelles, François Dorcival. Bonsoir. Benoît Apparu, comme tous les citoyens, bien sûr, comme tous les responsables politiques, vous êtes bouleversé par cette tragédie de Toulouse. Et je parle aux natifs de Toulouse que vous êtes. Oui, comme tout le monde, on est assez horrifié de ce qui a pu se passer à Toulouse et à Montauban, dans ces deux villes, en touchant deux communautés, deux institutions, l'école et l'armée, deux communautés, la communauté musulmane, la communauté juive. Et voilà, maintenant, tous nos efforts doivent être évidemment concentrés vers la réconciliation entre guillemets nationale, éviter des fractures entre communautés, comme c'était évoqué dans votre reportage, et puis surtout, me semble-t-il, considérer que ce drame-là aurait pu se passer hors période électorale, et que toute tentative, quelle qu'elle soit, de récupérer ce drame à des fins politiques serait un pur scandale. On va parler des polémiques. Vous avez parlé des moyens, beaucoup de moyens, une grande concentration de moyens est impressionnante, qui est mise en œuvre ce soir pour arrêter le tueur. Mais quand on écoute un petit peu le compte rendu du procureur de la République, on a l'impression qu'on nous délivre, et c'est peut-être normal, au compte-gouttes les informations. C'est la prudence qui est de mise ce soir. Il faut être prudent, pas dans ce genre de circonstances-là. Étalée sur la place publique, l'enquête telle qu'elle est en train de se dérouler. Je fais confiance à la justice et aux forces de police de notre pays pour tout mettre en œuvre pour arrêter le plus rapidement possible l'auteur de ces actes et de ces crimes odieux. Voilà. Maintenant, le rôle du procureur n'est pas de vous expliquer dans le détail tout ce qui est en train de se dérouler. Et le rôle du procureur est évidemment d'être prudent. Les informations que nous avons sont limitées. L'enquête se poursuit, point. Maintenant, le but du jeu, c'est d'arrêter le bonhomme, pas forcément d'en causer dans le poste. François Dorcival, justement, on peut dire qu'il y a une obligation de résultat assez rapide pour le chef de l'État, pour le gouvernement, pour toute la hiérarchie policière. C'est-à-dire que le chef de l'État, comme vous le dites, a suspendu la campagne parce que là, il est le président de la République, il est le chef de l'exécutif. Il est celui qui désigne le ministre de l'Intérieur, lui demande d'aller à Toulouse, de prendre l'élite de ses enquêteurs pour être à Toulouse, sur place, et donc effectivement mettre tous les moyens en œuvre de découvrir, d'arrêter l'individu en question. Et c'est très important parce que tout dépend de cela. Effectivement, il est essentiel et urgent que ce tueur soit arrêté. Je parlais de prudence. Il s'agit aussi de ne pas privilégier une piste qui pourrait s'avérer inexacte. On a tous en mémoire ce qui s'était passé pour Carpentras en mai 90. On pourrait aussi parler de ce qui s'était passé en Espagne avec les attentats de Madrid. On était parti sur la piste de l'ETA avant de savoir que c'était Al-Qaïda. Prudence, prudence. Mais naturellement, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort de l'attitude de l'ensemble des politiques et aussi de l'opinion publique, qui se méfie de ces annonces. Mais la vraie réponse, ce sera dans l'arrestation du tueur en question. Alors c'est encore ce soir le temps du recueillement. Benoît Apparu, on est dans la solennité, dans la dignité, mais certaines voix politiques, vous les avez vues dans notre reportage, se sont fait entendre pour fissurer un peu ce consensus national. Déjà sur les candidats qui ont décidé de poursuivre leur campagne, même si le rythme est ralenti, est-ce que vous les comprenez ? Vous savez, chaque candidat agit comme il entend agir. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire « je refuse », en gros, le diktat de la force et poursuivre ma campagne, c'est aussi montrer qu'on refuse ce qui s'est passé, je peux le comprendre. D'autres ont choisi d'arrêter leur campagne pour laisser la place au deuil national autour de ces drames. Je peux comprendre ces deux positions.
Ce qui est plus embêtant potentiellement, c'est ceux qui effectivement essaient d'extrapoler sur des choses et de nous dire que bien évidemment tout ça est la faute de Pierre-Paul Aujac. Je crois que c'est pas très malin de leur part. Est-ce que vous avez constaté un début d'instrumentalisation, de récupération politique de ce drame? C'est difficile de se prononcer parce que dès lors qu'on rentre même dans cette discussion-là, on participe de fait à ce que l'on dénonce. On est obligé de le faire. Vous avez entendu François Bayrou qui voit, je vous cite, un climat propice qui fait flamber les débats. Quand François Hollande dit ce matin, il faut l'exemplarité au sommet de l'État. Rien ne peut être comme avant, ni dans la vulgarité, ni dans le vocabulaire. Écoutez, moi je refuse de rentrer là-dedans. Je ne veux pas d'instrumentalisation, je ne veux pas de polémique autour de cette affaire-là. Je trouverais ça ridicule. J'ai dit il y a quelques instants ce que je pensais de ces propos-là. Mais vous pensez que les autres sont déjà dans la polémique, qui sont dans l'instrumentalisation? Je vous dis, si moi-même je commence à leur répondre, on va enchaîner sur un ping-pong. Et de ce point de vue-là, on va rentrer dans la polémique qu'on ne souhaite pas. Je regrette ces propos-là, point. Ça c'est le mot d'ordre dans la majorité aussi. Oui, mais ça me paraît sain et normal. Là encore, nous serions hors période électorale, hors campagne électorale. Il y aurait une enquête criminelle, il y aurait un drame national, tout le monde se retrouverait autour de ce drame national. Je préfère donner ce type d'image-là, entre guillemets. Quand je dis d'image, je ne parle pas d'image en termes de communication, mais il me paraît important, essentiel, qu'à des moments difficiles comme ça que peut traverser une nation, on essaie tous de se rassembler au-delà de nos différences et qu'on mette entre parenthèses nos campagnes électorales et que surtout on évite quelques débordements verbaux, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont malvenus, point. Alors le politique que vous êtes est prudent, l'éditorialiste François Dorcival, est-ce qu'il y a une fissure dans ce consensus national, clairement? J'ai un peu plus de liberté, naturellement, que le ministre de commenter cela et de dire que j'ai pas envie de le commenter. Oui, c'est pas pareil. J'ai pas envie. Bien compris. On vous a dit aussi de ne pas le commenter. Vous venez de me le confirmer. Non, mais c'est pas une question de consigne entre guillemets. C'est vous-même. De moi-même, j'ai pas envie de commenter ça parce que si on commente, on rentre dans la polémique. Bien sûr. Il faut simplement constater. Ce que l'on constate, c'est que François Bayrou a pris un risque. En revanche, regardez quelle est la disposition des candidats tels qu'ils arrivent dans l'élection. Vous avez en premier François Hollande ou Nicolas Sarkozy, selon... Bon, donc François Hollande, Nicolas Sarkozy. En 3, vous avez Marine Le Pen. Ces trois-là font extrêmement attention à ce que ce drame reste le drame atroce qu'il est, à la tragédie nationale, au recueillement et à la dignité. Et puis derrière, vous avez François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, qui sont en quelque sorte derrière les favoris de tête que sont Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon s'autorisent l'un à dire c'est un débat de réflexion nationale, l'autre à dire c'est un moment de résistance nationale. Dans les mots, le choix des mots, il y a un contenu. Réflexion nationale, ça veut dire qu'on s'interroge sur la société, ça veut dire qu'on va chercher des causes et des racines, la maladie de la société, etc., à ce qui s'est produit. Alors que le tueur n'obéit à rien de tout ça. Et de la même manière, quand on dit résistance nationale, ça veut dire qu'on se place dans un tout autre cadre hors de la société dont Nicolas Sarkozy est responsable aujourd'hui comme président de la République et François Hollande, demain candidat à la fonction suprême et capable d'être élu, veut surtout conserver la dignité qui correspond à la fonction. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. François Dorcival, juste encore un point avant de passer à ce qui peut marquer l'après-drame dans cette campagne. Est-ce que dans ce traitement-là dont vous parlez, c'est très différent de ce qui s'était passé en 2002 après la tuerie de Nanterre? On se souvient que Jacques Chirac et Lionel Jospin s'étaient rendus sur place, tous deux, mais aussitôt repartis, le président candidat avait dit que le problème de la sécurité, ça allait des incivilités quotidiennes jusqu'au drame de cette nuit. Il l'avait englobé. En retour, Jospin avait dénoncé une campagne étroite, obsessionnelle. Ça avait un petit peu dégénéré là. Il n'y a pas de risque? Écoutez, ce que je constate, c'est que chacun des grands candidats veut échapper à cette instrumentalisation. Et donc, ils feront tout pour la contenir et donc que cela reste hors de leur cadre à eux, du cadre de leur campagne. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est comment la campagne va reprendre. Nous savons qu'elle va reprendre dès jeudi.
mais aussi quand le tueur sera arrêté. Parce que dans l'affaire de Nanterre, que vous citiez tout à l'heure, absolument, je vous rappelle que le tueur, lui, s'était suicidé. Benoît Apparu, selon vous, quels thèmes peuvent à présent surgir dans la campagne présidentielle? Est-ce que la sécurité peut prendre plus de place ou le mieux vivre ensemble? Difficile de vous répondre, d'autant plus que, comme ça vient d'être évoqué à l'instant, le meurtrier n'est pas arrêté. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. On sait qu'on a eu les séquences de 4 jours. Donc on verra ce qui se passe malheureusement ou pas à la fin de la semaine. J'espère qu'on l'aura évidemment arrêté avant. La question pour moi, c'est vraiment de mettre entre parenthèses cette histoire-là, d'essayer de le cantonner, comme c'était évoqué, quand on dit en dehors de la campagne électorale. Une parenthèse, même la campagne ne va pas changer après. Même si évidemment la campagne va probablement, en tout cas dans les jours à venir, changer de tonalité, changer de rythme, avoir peut-être des sujets différents et éviter entre guillemets, après cette émotion collective, de repartir comme si rien ne s'était passé. Donc évidemment, ça va forcément changer les choses. Évidemment, on sera, je l'espère en tout cas, beaucoup plus dans le débat d'idées et qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans le débat projet contre projet. Aussi de votre propre camp. Vous savez, chaque camp considère que c'est évidemment l'autre camp qui est méchant et qui professe des attaques ad hominem, etc., etc. C'est pas le sujet du moment, me semble-t-il. J'espère qu'on rentrera effectivement un peu plus dans le débat idée contre idée, projet contre projet. Un point sur la sécurité, François Dorcival, ne fait pas partie des préoccupations des Français, c'est surtout les préoccupations socio-économiques. Elle risque de... Elle ne faisait pas. Elle ne faisait pas. Mais dès le début, le président de la République, candidat, s'est présenté comme celui qui protège les Français. Protecteur des Français. Et c'est vrai que c'est son métier. Et c'est normal qu'il soit aussi présent demain à Montauban, hier à Toulouse et encore une fois. Mais naturellement même, c'est son métier, c'est sa responsabilité. Je rappelle un détail qu'on oublie, c'est que comme maire de Neuilly, il a eu à affronter, il y a près de 20 ans, en 1993, un terroriste qui s'était emparé d'une maternelle avec des tout-petits en otage. C'était Human Bomb. Eh bien, celui qui affrontait le terroriste, c'était Nicolas Sarkozy. C'est là qu'il a appris à gérer ses responsabilités. C'est là qu'il a appris ce que c'était que la peur et de surmonter la peur. Et donc, la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui de chef de l'État, c'est effectivement la protection des Français et donc d'interdire que le tueur ne récidive. Et la présence demain des candidats, de Marine Le Pen en passant Eva Joly, et bien sûr François Hollande, tout à fait normal. Ça, c'est l'unité nationale, et ça, c'est bien. Républicain d'unité nationale demain à Montauban. Oui, ça me paraît plutôt, là encore, sain qu'un certain nombre de personnalités politiques, en campagne électorale, hors campagne électorale, soient présents demain pour montrer qu'il y a une unité nationale, pour défendre un certain nombre de valeurs et pour condamner de façon évidemment unanime ce qui a pu se passer. Mais plus personnellement, pour finir, vous, qu'est-ce que vous avez appris de ce drame? Je crois que chacun peut-être a appris quelque chose, a fait réfléchir sur plusieurs choses. Qu'est-ce que vous retenez pour votre vie peut-être politique aussi, votre manière de vous exprimer dans la sphère publique, d'aborder certains thèmes ou d'autres? Je refuse Il n'y a pas de remise en cause. Je refuse de rentrer là-dedans parce que ça sous-entend là encore que c'est parce qu'on a tel ou tel discours que ça entraîne telle conséquence. Vous pensez que les mots n'ont jamais de lien avec les actes? Non, je ne suis pas en train de dire ça comme ça. Je considère qu'aujourd'hui, dans la vie politique française, il n'y a aucun mot prononcé par personne qui peut dégénérer dans ce type d'acte. Donc je me refuse totalement à rentrer dans ce type de lien. Considérer que le débat public ou le débat électoral dégénère derrière par cette mort me paraît une telle absurdité que je ne veux pas rentrer là-dedans. François Dorcival. Là, nous avons affaire à un psychopathe. Un psychopathe, il ne raisonne pas comme nous raisonnons. On peut dire tout ce qu'on veut. Le psychopathe, il est dans son univers. C'est ce qui, je pense, vous sera expliqué ensuite. Dans quelques instants. Mais la politique, le débat politique n'a rien à voir. Si ce n'est que il a choisi, lui, la campagne présidentielle pour son propre retentissement, comme il est allé attaquer une école juive, parce que là, il savait que le retentissement serait mondial, ce qu'il est. Mais justement, nous allons parler de ce profil, en tout cas des contours de ce que nous savons ce soir. Merci beaucoup, Benoît Apparu, d'avoir été notre invité ce soir. Merci, François Dorcival, pour votre analyse. La suite du 22h et après les quelques précisions du procureur de la République, nous pouvons dire ce soir que les actes de Toulouse et de Montauban sont prémédités.
Toutes les victimes ont reçu une balle à bout touchant, hein, c'est ce qui a été dit par le procureur de la République, c'est son terme. Le tueur était casqué et la présence d'une caméra attachée à son torse est probable. Aucune piste n'est abandonnée ce soir. Une certitude, malheureusement, le tueur traqué est susceptible de passer de nouveau à l'acte. Son sang-froid et son mode opératoire permettent d'en préciser le profil. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord le rappel des faits, c'est avec Mounir Soussi. Un élément troublant a rythmé la journée des enquêteurs. Selon un témoin de la fusillade de l'école juive hier, le tueur aurait filmé ses crimes à l'aide d'une caméra de ce type, essentiellement utilisée par les sportifs de l'extrême. Une information validée ce matin par le ministre de l'Intérieur, mais non confirmée par le procureur de Paris en charge de l'enquête. L'usage d'un tel équipement serait un indice de plus pour déterminer les motivations de l'assassin. Cela serait plutôt de nature à confirmer le profil psychologique qui a été fait de l'assassin. Chacun le présente comme quelqu'un de très froid, de très déterminé, de très maître de ses gestes et par conséquent de très cruel. Le tueur choisit ses cibles de manière méthodique. Après les militaires, il s'en prend à des enfants juifs, l'illustration d'un projet criminel étudié. On comprend qu'il en veut au symbole qu'il représente. Et dès que les gens commencent à faire des choses pour des raisons symboliques, c'est qu'en général, ils sont armés d'une certaine idéologie psychologique, si vous voulez, qui a mûri. Alors on ne sait pas si cette idéologie, elle est fanatique, elle est pathologique. Actuellement, aucune piste n'est écartée. Dans les rues de Toulouse, l'inquiétude s'installe chez la population. Tant que le tueur au scooter sera en liberté, la menace d'un nouveau drame planera. On est chez quelqu'un maintenant qui est hors limite et qui est très très dangereux puisqu'il a tué donc à plusieurs reprises et c'est quelqu'un qui est à l'apogée actuellement de son pic criminel, de sa dangerosité et donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est quelqu'un qui évidemment pourrait recommencer. Pour mettre fin à cette série noire, 500 policiers et gendarmes, épaulés par 40 hommes du raid, sont déployés dans la ville et ses alentours, tous sur les traces d'un seul homme. Et justement, sur la trace d'un seul homme, on en parle ce soir avec nos invités. Philippe Vénère, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire avec nous également. Maître Didier Seban, bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste et vous avez, je le rappelle, je le précise, représenté de nombreuses familles victimes de tueurs en série avec des cas tristement célèbres comme l'affaire Fourniret. Bien cela. Alors, messieurs, avant que l'on évoque ensemble peut-être le profil, ou en tous les cas les contours du profil de ce tueur, déjà parlons de la communication quotidienne autour de ce drame. On a vu le procureur de la République s'exprimer, on voit le ministre de l'Intérieur s'exprimer. Comment la hiérarchie policière va maintenant communiquer quotidiennement? Monsieur le commissaire, est-ce que ça doit être régulier? Est-ce qu'il faut dire l'essentiel? Je pense qu'on peut dire l'essentiel. Il faut dire que la population a besoin d'être rassurée déjà, savoir que sa police travaille. Il y a quand même une réserve à cela. Pardon. C'est que les investigations très spécifiques à l'enquête sont réservées au parquet. Et qu'il est vrai que ce que l'on peut découvrir, toutes les avancées, on ne va pas les mettre immédiatement dans les médias. C'est bon, l'enquête a besoin malgré suffisamment pour montrer à l'opinion publique, c'est important que l'enquête progresse. Que l'on avance, mais il est vrai qu'on ne pourra pas rentrer dans le détail, tout simplement parce que les nécessités de l'enquête exigent, malgré ce besoin de médiatisation, je veux dire, de cette affaire, implique malgré tout qu'on travaille dans la discrétion. C'est tout l'exercice difficile des policiers. Maître, c'est aussi et surtout important, évidemment, pour les familles des victimes qui attendent des résultats rapides. Elles ont besoin d'être informées régulièrement, je dirais quotidiennement des avancées de l'enquête, mais on peut peut-être le faire sans le faire tout à fait publiquement. Et donc le parquet peut tout à fait les recevoir et leur dire à la fois que les policiers travaillent et que des pistes ou des avancées sont faites dans l'enquête. C'est important pour elles d'être traitées particulièrement. Évidemment, on le comprend. Philippe Vénère, peut-être une comparaison, en tout cas un regard sur les États-Unis. Vous vous souvenez des tueurs fous? C'était à Washington en 2002. Il y avait quasiment heure par heure, on s'en souvient, un point de la police. Est-ce que les méthodes américaines peuvent être exportées en France? On peut assister à ça? On n'a pas, je dirais, les mêmes habitudes. On n'a pas la même méthode de travail. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même méthode, la même manière de communiquer. Là-bas, toutes les enquêtes de police se font ouvertement. Donc tout ce qu'on découvre dans une enquête, le public le sait immédiatement. Nous, on a adopté une autre méthode d'investigation qui nous fait plutôt travailler dans la discrétion, et je dirais pour pourquoi ces différences? Mais pourquoi? Parce que d'abord,
quand on recueille des éléments, il n'est pas toujours opportun de les dévoiler dans le public, parce que bon, il faut savoir que tant qu'on n'a pas arrêté notre suspect, notre présumé coupable, qu'on le veuille ou non, il n'est plus tellement innocent dans ces cas-là, pour nous, il y a un coupable quelque part qu'on doit encore identifier, il n'est pas toujours opportun de dire ce qu'on possède contre lui. Donc, si vous voulez, moi je suis un peu contre ces méthodes où l'on va pouvoir dévoiler tout ce que l'on fait, parce que finalement, on donne des armes à notre adversaire. On peut le comprendre très facilement. Revenons-en à présent à notre tueur. Hein. Voilà, tout à fait. Avant d'évoquer son profil, on a appris qu'il y avait aussi à Toulouse des tireurs d'élite. On en a moins parlé. Est-ce que l'objectif, c'est de le capturer vivant? Alors, Monsieur le commissaire, peut-être. J'allais dire, oui. L'objectif, c'est bien sûr, comme toute chose, on veut pouvoir le capturer vivant de manière à pouvoir le juger. Puis ensuite, je dirais, les policiers feront ce qu'ils pourront. Parce que si on doit se trouver sur une confrontation armée, on ne peut pas prendre le risque qu'il y ait d'autres victimes, je vais dire, civiles. Maître Seban, l'un des pères d'une victime de Montauban il y a quelques jours, il a été très digne. Il a dit que le plus important pour lui, c'est de savoir pourquoi, comprendre pourquoi. C'est les motivations qui sont essentielles pour les familles. J'ai peur qu'il soit déçu. J'ai peur qu'il soit déçu parce que, au fond, on a affaire à un personnage qui est dans une logique qui n'est pas la nôtre et qui suit une voie qui n'est pas la nôtre. Et j'ai peur qu'au fond, confronté au tueur, il soit déçu du discours de celui-ci. Mais c'est son droit à savoir, son droit à avoir un jugement, son droit, et c'est pour ça que j'espère, évidemment, en respectant la vie des policiers, des personnes civiles, mais j'espère que la personne qui a commis ces actes puisse être jugée, entendue, s'expliquer, même si je ne suis pas certain que les familles trouveront des explications acceptables à des actes. Et allons plus loin, au cas où il est capturé, jugé, ni des regrets. C'est le lot des tueurs, enfin des victimes des tueurs en série. Il y en a rarement. Oui, en règle générale, ils assument, ils clament, ils se considèrent comme tout-puissants. C'est une manière d'affirmer leur toute-puissance. Hein. On l'a vu avec Fourniret, on l'a vu avec Émile Louis à sa manière, on l'a vu avec un certain nombre de tueurs en série. Finalement, ils revendiquent leurs actes parce que c'est la seule manière pour eux de rester à la une, de rester les maîtres de leur destin. Donc, effectivement, elles n'auront certainement ni regrets, ni explications admissibles, puisque ces actes ne peuvent pas être admis ni expliqués. Philippe Wener, on voit dans les médias, et puis vous êtes là avec nous aussi ce soir, on vous en remercie, des experts, des spécialistes dresser le profil de ce tueur. Est-ce que vraiment, ce soir, on peut vraiment dresser son profil ou les contours? On va pouvoir en dresser un certain contour, déjà pour son comportement. Bon, il y a peut-être d'autres, il y a des analyses d'éléments qui sont encore en cours, ne fût-ce que l'exploitation de toutes les bandes vidéo, qui peut-être pourrait nous permettre, éventuellement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, de déterminer le comportement de l'individu. Mais ce dont on sait, d'après les témoins, c'est que c'est un type très froid, qui ne se laisse pas, qui n'hésite